Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette soirée autour de la compression. On va juste en introduction vous rappeler un petit peu les objectifs de cet événement qui est maintenant à sa 3e année. Ce concept autour de la compression est une idée de la Fondation Urgo, dont nous sommes toutes les deux membres du conseil d'administration. Et nous avons été sollicités pour être marraines de cet événement qui est une action européenne autour de la compression. Le but est vraiment de sensibiliser, d'améliorer la connaissance et d'optimiser vraiment la mise en place de cette thérapeutique dont vous savez qu'elle est essentielle dans la prise en charge des patients porteurs d'un ulcère veineux. Donc on va dans un premier temps se présenter. Donc je vais me permettre de présenter mon acolyte pour la soirée, mon binôme, que vous connaissez sans doute fort bien, médecin expert de la cicatrisation, Sylvie Môme, gériatre, dermatologue, multicasquette, vice-présidente de la Société française et francophone de plaies et cicatrisation. Je crois que je n'ai rien oublié. Non, tu n'as rien oublié. Et voilà, experte française et européenne et mondiale de la plaie. On se calme. Voilà. Tout va bien. Donc avec moi ce soir, Christine Jurus, qui est médecin vasculaire, parce que pour parler de compression, c'est vrai, on représente différents métiers. Surtout ce webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions. Et on va pendant tout, on va vous parler, on va vous faire de la théorie un peu, mais surtout nous ce qu'on aimerait c'est que vous posiez des questions, vous êtes tout à fait libre d'aborder n'importe quel sujet. La Fondation Urgo est indépendante des laboratoires Urgo, nous pouvons parler de tous les types de compression, de tous les produits que vous voulez, enfin ceux qu'on connaît. L'essentiel c'est que l'on obtienne une amélioration dans la prise en charge de nos malades qui ont des ulcères de jambes d'origine veineuse et qui ne portent pas la compression. Vous le savez, si vous écoutez cette émission, c'est que vous avez envie que cela change. Donc le docteur Jurus va prendre la parole au départ. Elle est médecin vasculaire à Lyon et elle va avoir la lourde tâche de vous expliquer pourquoi il faut porter cette compression. Donc on va juste expliquer le déroulement de la soirée. En fait, il y a quelques diapositives théoriques et surtout des mises en situation où vous allez voir, vous êtes dans le rôle de l'infirmière qui arrive au domicile d'une patiente et qui va expliquer à la patiente pourquoi il faut mettre la compression. Elle va se heurter à une forme de résistance un peu psychique. Donc c'est une version un peu ludique d'une mise en situation. Donc comme l'a dit Sylvie, les questions arrivent en ligne au fur et à mesure. On y répondra à la fin. Mais vous pouvez vraiment... il n'y a aucun jugement, il n'y a pas de questions bêtes, on le dit souvent. Donc tout ce qui vous passe par la tête autour de la compression ou plus large, n'hésitez pas. Donc, première diapo. Tac. Vous êtes infirmière libérale, vous arrivez au domicile de cette dame et on va se trouver en situation directe. Donc, je vais lancer la petite vidéo. Là, on ne voit pas. Bonjour, je m'appelle Lisa, je suis l'infirmière. Oui, je vous attendais. Bonjour, je suis Anna, ravie de vous rencontrer. Enchantée. Entrez, je vous en prie. Merci. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui ? Pas très bien, en fait. J'ai dû abandonner l'idée de me rendre au club de marche, car ma jambe est très lourde et douloureuse. Comment est-ce que vous allez, c'est la première fois que vous allez voir cette patiente, comment est-ce que vous allez vous comporter sur cette première consultation? Comment vous engagez la visite? Est-ce que vous allez appliquer un nouveau pansement ou lui demander ce qui s'est passé? Évidemment, comme vous êtes très sensibilisé aux ulcères et à savoir un petit peu ce qui se passe, vous n'allez pas d'emblée vous jeter sur un pansement qui n'aura pas de sens dans ce contexte et vous allez demander à la dame que s'est-il passé? Quelle est l'histoire de cette jambe lourde, douloureuse et avec une plaie? Pouvez-vous me dire comment vous vous êtes blessée? Eh bien, je me suis blessée à la jambe en jardinant, il y a 3 mois. C'était juste une égratignure, alors j'ai mis un pansement dessus. C'est devenu de pire en pire, jusqu'à ce que ma fille me dise qu'il fallait vraiment consulter un médecin. D'accord. Et qu'est-ce que le médecin a dit? Non, pas grand-chose. Il a simplement regardé la plaie et a dit « c'est une mauvaise égratignure, mais ça devrait aller mieux très rapidement ».
D'accord. Vous avez planifié un autre rendez-vous avec lui? Non, il ne l'a pas fait. Mais il a dit que je pourrais retourner au club de marche dans quelques semaines. Donc, la patiente vous a raconté un petit peu son histoire. Donc, c'est une plaie, en fait, une plaie initialement traumatique avec un retard de cicatrisation. Elle est douloureuse. Bon, le médecin était plutôt rassurant, c'est pas franchement inquiété. Et donc, les questions que vous allez lui poser, vous pouvez lui demander est-ce qu'elle a déjà eu un ulcère de jambe ou est-ce qu'elle a d'autres problèmes de santé? Donc, la question qui paraît licite, c'est est-ce que, à votre avis, elle a un antécédent d'ulcère qui expliquerait un petit peu ce retard de cicatrisation? Vous connaissez la chronicité de ces plaies et leur potentiel à récidiver. Donc là, elle va nous dire qu'elle a eu aussi des problèmes de santé, qu'elle va vous expliquer. D'autres problèmes de santé? Oui, j'ai eu un ulcère de jambe il y a à peu près 10 mois. Mon médecin m'a prescrit des bas de contention. J'ai vraiment essayé de les porter, mais ils sont tellement inconfortables lorsqu'il fait chaud que j'ai aussitôt abandonné. Oh, et j'ai aussi des varices. D'accord. Et vous voyez autre chose? Mon médecin m'a dit de surveiller mon alimentation à cause de mon hypertension. Donc, avec les éléments fournis par la patiente, vous avez donc deux notions importantes. Elle vous parle d'une histoire d'ulcère, donc on peut supposer qu'elle a déjà un terrain d'insuffisance veineuse chronique. Elle vous dit qu'elle a des varices et elle vous dit aussi qu'elle a de l'hypertension. Donc, ce qui doit aussi vous faire suspecter qu'il y a une atteinte artérielle associée. On va y revenir. Donc, si on parle de l'ulcère de jambe veineux pur, la physiologie de cet ulcère, la physiopathologie, c'est vraiment une hyperpression veineuse profonde, donc sur les veines profondes, le long des os et les veines musculaires, avec une dilatation. Cette dilatation va être responsable d'un dysfonctionnement des valvules, que vous voyez ici, ce petit système de clapet qui en fait a un rôle d'anti-retour. Le sang remonte des pieds vers le cœur et à chaque passage, le clapet se ferme et ne redescend pas. Quand la veine est défectueuse, comme sur la diapo de l'image de droite, la dilatation fait que ces clapets ne sont plus fonctionnels et il y a une hyperpression permanente. L'ulcère veineux pur, sa définition, c'est qu'il est, comme on l'entend, il est pur, c'est-à-dire qu'il n'est pas associé à une atteinte artérielle, il n'y a pas d'atteinte microcirculatoire et il ne guérit pas de façon spontanée. On parle de plaie chronique au-delà de 6 semaines sans cicatrisation. Vous voyez que l'épidémiologie, elle est classique et stable. C'est que c'est une prévalence à 1% de la population générale, avec une atteinte évidemment plus fréquente avec l'âge. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de ces veines dilatées et qu'on appelle incontinentes? Le sang qui devrait remonter grâce à la marche, à la pompe musculaire du mollet, stagne au niveau des veines et petit à petit va diffuser au niveau des tissus, des capillaires et mettre une hyperpression sur la peau, une raréfaction en oxygène, ce qui va faire le lit de l'ulcère. Juste quelques données de santé publique que vous connaissez également parfaitement. Ce sont des données de 2014, enfin un objectif de 2014, c'est 440 000 patients atteints, une durée de cicatrisation qui reste élevée, vous voyez, à plus de 6 mois, 7 mois, et un coût très important en termes de santé publique. Donc là, c'est une pathologie qui est complexe, on n'a pas toujours affaire qu'à des varices ou à un reflux veineux profond. Il y a souvent une intrication de plusieurs étiologies et d'autres facteurs qui vont retarder la cicatrisation. Donc tout ça nécessite une prise en charge étiologique, raison pour laquelle on ne se jette pas sur le pansement, bien évidemment, en pensant qu'il va faire des miracles. Ça ne marche pas comme ça. Un petit rappel c'est une classification de l'insuffisance veineuse chronique qui s'appelle la CEAP. Donc cette classification, le mot C de la CEAP veut dire clinique. Et quels sont les symptômes cliniques? On parle du stade 0 juste quand il y a des symptômes fonctionnels avec les patients qui ont les jambes lourdes, et jusqu'au stade C6 qui est le stade ultime de l'insuffisance veineuse chronique avec un ulcère veineux actif. On va surtout s'intéresser, quand on va parler de la compression, au stade C5 et C6, le C5 étant l'ulcère cicatrisé et le C6 étant l'ulcère veineux. Donc vous voyez que ça va de plus en plus grave, de C0 à C6. Donc, qu'est-ce que nous a dit Anna? Vous avez des antécédents d'ulcères de jambes et vous avez quelques varices. Elles sont souvent un symptôme d'insuffisance veineuse. Vos symptômes sont réversibles, contrairement à l'insuffisance veineuse. Je vais devoir confirmer votre diagnostic pour m'assurer que vous pouvez porter le bandage compressif en toute sécurité. D'accord? Je vais vous orienter vers un examen complémentaire
Et dès que nous aurons le résultat, nous déciderons du traitement qui convient. Donc, comme Anna vous a dit qu'elle avait de l'hypertension et que son médecin lui a conseillé de surveiller son alimentation, comme vous êtes une excellente ou un excellent clinicien, vous vous êtes dit peut-être qu'avec l'hypertension, elle a un terrain vasculaire. Est-ce que je peux mettre des bandes sans la moindre arrière-pensée? Non. Il faut absolument vérifier l'absence d'artériopathie sous-jacente, qui serait, en cas d'artériopathie sévère, une contre-indication. Et comment on vérifie l'absence d'artériopathie? Déjà, on se sert de ses yeux et de ses doigts. On va l'examiner, bien sûr, cliniquement, prendre les pouls, et on va faire un examen très simple, qui est un examen de dépistage et de débrouillage, qui s'appelle l'IPS. Donc l'IPS, ça veut dire index de pression systolique. C'est un rapport des pressions entre la cheville et le membre supérieur. Ça se mesure avec l'aide d'un Doppler tout simple, un Doppler continu. On peut le faire soit avec le Doppler tout seul, soit lors d'un examen vasculaire complet, un échodoppler. Et cet examen-là va, de façon très simple, éliminer une artériopathie sous-jacente. Cet examen va être pris en défaut dans quelques circonstances, avec notamment une calcification, une raideur des artères jambières, dans le cadre notamment de la médiacalcose diabétique du sujet âgé ou du patient dialysé. Dans ce cas-là, les artères vont être incompressibles et l'IPS va être surestimé. Donc c'est pas un chiffre à prendre en valeur absolue comme ça tout seul, c'est toujours à intégrer à son patient comme tous les examens qu'on peut faire. Et bien évidemment, à la moindre anomalie, un bilan plus complet va être nécessaire. Donc voilà comment ça se passe. On a un appareil à ultrasons, un Doppler continu, tout simple, qui va émettre des ultrasons qui vont enregistrer le flux de l'artère qu'on enregistre au niveau de l'artère la plus simple au niveau du pied, l'artère tibiale postérieure ou l'artère pédieuse. Donc on gonfle en fait le brassard comme une pression sur le membre supérieur. Le brassard va comprimer l'artère. Donc on va perdre le flux au niveau de la sonde Doppler et petit à petit on dégonfle le brassard et à l'instant où le son revient, on est à ce moment-là à la pression de l'artère de la jambe. Donc, et on va faire pareil sur le bras. Donc vous voyez que quand on a un IPS normal, quand on n'a pas d'artériopathie, on va avoir 130 à la cheville et 100 sur le bras, ou 130 sur le bras, donc l'IPS sera normal à 1. Et plus la pression de cheville va être basse, plus cet IPS va baisser. Et on a ainsi des critères de gravité de l'artériopathie. L'IPS normal est considéré comme normal entre 0,9 et 1,3. Et en fait, plus l'IPS baisse, plus l'artériopathie est sévère. Et on sait qu'il y a un seuil au-delà duquel il ne faut pas mettre de compression. En deçà de 0,6, on est sur une artériopathie sévère et la compression peut être délétère. Et à l'inverse, un IPS à 1,3, donc si vous avez une pression en cheville à 200, parce que vous ne pouvez pas comprimer vos artères, et avec une pression sur le membre supérieur à 120 par exemple, vous allez vous retrouver avec un IPS à 1,8 par exemple. Cet IPS ne peut pas être interprété. Vos artères sont pathologiques parce qu'elles sont incompressibles, mais vous ne pouvez pas du tout dire ce qu'il en est, quel type d'artériopathie il s'agit. Donc ça nécessite un bilan complémentaire. Donc l'AHS nous recommande de mesurer les IPS, d'adapter la compression, donc ce n'est pas contre-indiqué entre 0,6 et 8, mais il faut avoir une compression un peu plus light, on va dire, et jusqu'à aujourd'hui, la compression est interdite si l'IPS est inférieur à 0,6. Et en cas d'IPS supérieur à 1,3, il y a une artériopathie, on doit l'explorer. Donc les bonnes pratiques, je vous le dis tout à l'heure, il ne faut pas se contenter et sauter sur sa sonde de Doppler, il faut toujours examiner son patient, l'interroger, est-ce qu'il a une gêne à la marche, une claudication, et évidemment l'envoyer faire des examens complémentaires s'il y a des anomalies et une suspicion d'artériopathie. Puisque bien sûr, à ce moment-là, le traitement étiologique reposera sur la prise en charge de l'atteinte artérielle. Ne pas reconnaître, ne pas percevoir une artériopathie sous-jacente, voilà ce à quoi ça peut conduire en cas de mise en place d'une compression avec, vous voyez, une atteinte nécrotique cutanée, une exposition tendineuse et des conséquences souvent extrêmement dramatiques pour les patients. Donc on revient et on retrouve Anna qui est allée faire son bilan vasculaire, enfin au moins son IPS à défaut de bilan. Pas d'une maladie artérielle significative. Du coup, vous pouvez utiliser les bandages compressifs en toute sécurité.
Donc voilà l'IPS dont je vous parlais. Donc vous voyez que l'IPS sur la diapo de gauche, en cas d'artériopathie, on se retrouve face à un ulcère d'origine artérielle. Qu'est-ce qui fait défaut sur cette plaie? C'est qu'il n'y a pas assez d'oxygène qui arrive. Donc c'est l'arrivée du sang artériel oxygéné qui est altérée. Tout à droite, vous avez un ulcère veineux. Donc il n'y a pas d'atteinte artérielle. Et là, l'hyperpression en fait, veineuse, capillaire, d'un sang pauvre en oxygène, va être responsable des ulcérations cutanées. Et puis au milieu, il y a le grand fourre-tout de l'ulcère mixte. Donc c'est un ulcère qui a une composante à la fois artérielle et à la fois veineuse. Donc c'est extrêmement compliqué de prendre en charge ces patients, puisqu'on est face à deux types de physiopathologie. Que, idéalement, pour la participation veineuse, il faudrait mettre des bandes, mais on est gêné par l'insuffisance artérielle. Donc là, c'est vraiment du traitement spécifique au cas par cas. On doit évaluer quelle est l'atteinte dominante, on va dire. Est-ce que l'artériopathie est plus importante que l'insuffisance veineuse ou dans l'autre sens? Et ensuite, prendre une décision thérapeutique, soit de compression, soit de revascularisation. Parfois, on commence par la revascularisation qui va permettre ensuite de mettre en place la compression pour pouvoir jouer sur les deux composantes. Donc les caractéristiques cliniques qui sont un peu, on va dire, schématiques, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, mais tout ça, ça doit toujours s'intégrer dans un contexte clinique. C'est-à-dire que le patient artériopathe de gauche, avec son ulcère artériel, c'est un ulcère qui a des localisations particulières, qui va être au tiers moyen de la jambe, le long d'un crête tibial ou sur le dos du pied, enfin sur des localisations qui ne sont pas celles de l'ulcère veineux. C'est un ulcère qui est classiquement douloureux, qui est plutôt creusant et plutôt atone. Ça s'inscrit toujours dans un contexte d'artériopathie d'un patient qui marche peu et qui a un pied plutôt froid, des troubles des phaнаires, etc. A l'inverse, l'ulcère veineux, il siège en général et fréquemment autour des malléoles, souvent près ou en regard d'un trajet d'insuffisance veineuse de varice. On voit parfois très bien la varice qui va alimenter directement cet ulcère veineux, sauf quand il s'agit d'une atteinte du réseau veineux profond. Donc l'ulcère est autour des malléoles, les bords sont plus irréguliers, il est en général exudatif, il est classiquement peu douloureux, mais il peut être franchement douloureux quand il y a une petite atteinte capillaire associée. Et puis au milieu, on retrouve notre ulcère mixte qui a un peu les deux, qui va reprendre les composantes en fait, des deux caractéristiques des ulcères. Donc notre ulcère artériel, il a un IPS inférieur à 0,6, on ne met pas de compression et on oriente le patient vers le chirurgien vasculaire pour envisager une revascularisation une fois que le bilan aura été fait. L'ulcère veineux à droite, la compression est le traitement de base et on ne peut pas imaginer qu'il y ait une prise en charge autre que la compression. Les pansements ne sont qu'un accompagnement de la plaie à ces différents stades et en aucun cas c'est le pansement qui va guérir l'ulcère, ça vous le savez. Et l'ulcère mixte, eh bien, comme je vous le disais, il va falloir faire la part des choses entre les deux composantes. Est-ce que c'est plus l'artère, est-ce que c'est plus la veine? Comment je vais gérer ma compression? Est-ce que je vais mettre des bandes d'allongement court uniquement pour pouvoir agir sur la composante édémateuse sans risquer d'altérer l'hémodynamique tissulaire? Vous avez ici un petit tableur avec 10 questions. C'est le service de Pascal Priolet à l'hôpital Saint-Joseph de Paris qui a développé ces critères et qui sont assez intéressants et qui vont permettre d'orienter en fonction du oui ou du non de toutes ces questions. Ça va devoir vous faire tiquer et vous dire il y a une composante artérielle. Est-ce que le pied est froid? Est-ce que le ulcère est douloureux? Est-ce que le pied est douloureux? Est-ce qu'il y a un œdème unilatéral ou pas? Est-ce qu'il y a une pigmentation? Est-ce que la plaie est creusante? Est-ce qu'il y a de la nécrose? Est-ce que c'est une atteinte des orteils? Est-ce que c'est une plaie de la plante du pied? Et quand j'appuie sur la pulpe de l'orteil et que je regarde le temps de recoloration, est-ce que c'est plus ou moins de 3 secondes? Tout ça, c'est ce que je vous ai dit depuis le début, c'est de la clinique. Donc il ne faut jamais oublier qu'on est face à une plaie, mais on est aussi face à un patient. Donc un patient, ça se touche, ça s'interroge, ça s'examine. On ne se contente pas de faire juste par le petit bout de la lorgnette pour dire tiens, il y a un pansement, il y a un ulcère, je vais mettre un pansement et ça ira bien. Non, ce n'est pas tout à fait comme ça. Et bien là, je vais passer la parole à mon binôme pour la composante dermatologique, indispensable. La composante dermatologique, en fait, vous avez des ulcères que vous voyez parfois relativement tôt, mais vous en avez aussi que vous voyez
oui, au bout de plusieurs mois d'évolution. Quand vous avez un ulcère de jambe, même s'il semble veineux, parce que l'indice de pression systolique est correct, que vous ne suspectez pas une maladie artérielle, vous devez, si ça existe depuis plusieurs mois, vous poser la question de savoir si c'est vraiment un ulcère ou si par hasard ce ne serait pas autre chose qu'un ulcère. On ne peut pas passer à côté du diagnostic de cancer. Il est extrêmement fréquent d'avoir recours à la biopsie pour voir si, oui ou non, ces ulcères sont bien vasculaires ou s'ils sont d'autres causes. La biopsie, c'est un geste relativement simple, mais c'est un geste qui est fait par généralement les dermatologues. C'est pour ça que je suis là. C'est pour vous expliquer que finalement, vous pouvez aussi rassurer votre malade en lui expliquant qu'il va voir le dermatologue, qui va faire un tout petit prélèvement avec une anesthésie locale et prélever un petit morceau de peau qu'il enverra dans un laboratoire et on pourra voir s'il y a quelque chose qui va nécessiter un traitement qui va être différent de la compression. Alors, les études qui ont été faites ont montré qu'en fait, il y a, selon les cas, un nombre qui n'est pas du tout négligeable pour des ulcères qui sont un peu anciens, qu'il y ait un cancer par derrière. En particulier, une étude qu'on avait menée avec le docteur Senet, qui a atteint des chiffres de l'ordre de 10% quand on a des ulcères qui ont plus de 4 mois d'ancienneté. Alors, qu'est-ce qui va nous faire penser que ça peut être un cancer ? Souvent, c'est un ulcère qui évolue pas bien malgré qu'on fasse tout ce qu'il faut pour, c'est-à-dire que l'IPS, il est bon, on met la compression, le malade, il a le bon pansement, il obéit bien à tout ce qu'on lui dit, et malgré tout, son ulcère stagne ou au contraire augmente de taille. Parfois aussi, c'est quand on a des signes inhabituels, par exemple un ulcère qui a des zones d'hyperbourgeonnement. On sait qu'il y a d'autres raisons à hyperbourgeonner qu'une dégénérescence cancéreuse. Néanmoins, cela doit nous interroger, ou des fois des bords de plaies qui sont un peu indurés. La plupart du temps, quand on a un doute, le mieux c'est d'envoyer au dermatologue, éventuellement de passer par le biais de la télémédecine, d'envoyer des images par des messageries sécurisées pour que si le dermatologue vous dit j'ai une suspicion, vous puissiez lui adresser de façon à ce qu'une biopsie soit réalisée. Ça, c'est très important. Donc, en résumé, si l'on parle de diagnostic de l'ulcère de jambe, ça nécessite, Christine Jurus vous l'a bien dit, d'interroger votre patient, de savoir s'il a déjà eu des antécédents, et des antécédents notamment veineux, mais aussi est-ce qu'il a de l'hypertension. Dans les antécédents veineux, est-ce qu'il a une phlébite, est-ce qu'il a des varices, est-ce qu'il s'est fait opérer de ses varices, est-ce qu'il a fumé, est-ce qu'il est hypertendu, diabétique. Ça, c'est important pour les signes d'artériopathie. Il faut regarder sa jambe, il faut la toucher, il faut rechercher les poux, il faut mesurer cet IPS. Si on peut le faire soi-même, tant mieux. Si on ne peut pas le faire, il faut l'adresser à un médecin qui peut le faire, c'est un médecin vasculaire par exemple, ou sinon éventuellement on peut demander un échodoplaire, ça aussi on le demandera au médecin vasculaire, plutôt qu'un radiologue. Le radiologue, il éliminera une phlébite la plupart du temps, mais il ne vous fera pas le diagnostic et surtout il ne vous guidera pas pour le traitement de cet ulcère s'il est d'origine vasculaire. Enfin, s'il y a une atteinte artérielle, il faut savoir qu'il y a des revascularisations qui sont souvent possibles, pas toujours hélas, mais c'est ça qui va être le traitement finalement de l'ulcère. C'est terminé. Je reviendrai dans quelques jours pour examiner la plaie et appliquer un autre bandage. Merci. J'espère vraiment aller beaucoup mieux. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Donc Anna, vous lui avez appliqué des bandes. Alors qu'est-ce que vous avez appliqué comme bandes, justement ? Eh bien, si on regarde les recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui ne sont pas vraiment récentes, puisqu'elles datent de 2010, vous voyez que sont proposées plusieurs situations cliniques. Et celle qui nous intéresse, c'est celle qui est mise en premier, c'est-à-dire quand l'ulcère est ouvert et selon la classification CEAP, c'est en stade 6. C'est-à-dire l'HAS va recommander d'utiliser de première intention des bandages multitypes. On va revenir sur ce sujet pour qu'on explique un peu ce que c'est. Sinon, ce qu'il est possible d'utiliser, ce sont des bandes sèches inélastiques ou allongement court, voire des bandes enduites, ou alors des bas, des chaussettes, des bas cuisses, des collants, qui assurent une pression supérieure à 35 mm de mercure. Alors le bandage multitype, qu'est-ce que c'est ?
c'est au moins 2 bandes qui sont, comme le nom l'indique, multitypes, donc de types différents et qui sont superposées. C'est différent de ce qu'on appelle la multicouche. Multicouche, c'est quand on a plusieurs couches d'une même bande, et notamment une seule bande peut réaliser, puisque la bande se superpose à 50%, plusieurs couches, et donc on distinguera bien donc, le mot multitype du mot multicouche. Et première attention, ça veut dire que généralement, c'est dès l'apparition de l'ulcère que l'on doit mettre la compression. Ce n'est pas la peine d'attendre que la plaie ait 6 semaines ou 6 mois d'ancienneté. Alors, qu'est-ce que c'est que ces différents types de bandes? Il y a, vous voyez, plusieurs types. Il y en a sans doute d'autres. Il y en aura peut-être plus avec les années. Mais on distingue d'une part les bandes sèches inélastiques, sèches, c'est-à-dire elles ne sont pas collantes, qui ont moins de 10% d'allongement. Les bandes sèches à allongement court, qui ont entre 10 et 100% d'allongement. Les bandes à allongement long, qui ont plus de 100% d'allongement, qui sont très, très élastiques. Les bandes enduites, qui sont des bandes enduites d'oxyde de zinc, c'est une pratique qui est ancienne en France, qui a été abandonnée et qui a essentiellement dans les pays nordiques, mais on peut avoir le produit, il n'est pas remboursé en France, c'est ça le problème. Il y a des bandes adhésives aussi, qu'on utilise pour faire les strappings. Il y a des bandes cohésives qui collent sur elles-mêmes. Et enfin, des systèmes multitypes. Donc on parle d'un système multitype quand il y a au moins 2 types des différentes bandes que vous voyez ici qui sont superposées. Alors si je vous donne un exemple de système multitype, ici c'est le système Roca2, mais je vais vous en citer d'autres. Dans ce système-là, vous avez, selon l'HAS, 2 bandes de types différents. Et là, c'est une bande à allongement long, élastique, extensible à plus de 100%, associée à une bande à allongement court, dont l'extensibilité est inférieure à 100%, et c'est l'association de ces 2 bandes qui forment le bandage multitype. En aucun cas, un système multitype ne doit forcément comporter un allongement long, un allongement court. Ici, c'est un exemple. Vous pouvez avoir 2 allongements longs, 2 allongements courts, vous pouvez avoir 2 bandes, mais vous pouvez avoir 3 bandes, vous pouvez avoir 4 bandes. Donc, il y a plusieurs systèmes qui sont disponibles. Et ces systèmes, puisqu'ils sont recommandés de première intention par la Haute Autorité de Santé, ils ont été très bien étudiés et ils donnent lieu à un remboursement. En fait, c'est ça qui est important pour nos malades, c'est que ce sont des systèmes qui sont remboursés. Alors, ce qui est aussi dit dans la Haute Autorité de Santé, par la Haute Autorité de Santé, c'est que la compression doit être importante. Elle est mesurée à 40 mm de mercure au niveau de la cheville. C'est fait de façon expérimentale et il est bien entendu que vous n'avez pas un appareil qui mesure la pression à la cheville chaque fois que vous posez une bande. Vous avez pour vous aider parfois des petits marqueurs sur les bandes qui vous permettent de déterminer cet allongement et cette pression. Cette pression, en fait, elle est nécessaire parce qu'elle permet de rétablir la circulation veineuse, comme vous a expliqué Christine, de façon à rendre en fait le système continent et à assurer en fait le retour veineux vers le cœur et éviter la stase au niveau des membres inférieurs. Le problème, c'est que cette compression, si elle est efficace, elle est forte, elle doit être régulière, elle doit être portée tous les jours et c'est difficile souvent à supporter pour le patient. Ça altère sa qualité de vie, c'est pas forcément super esthétique et s'il ne le porte pas, ça retarde la cicatrisation. C'est pour ça que l'observance est importante, c'est pour ça aussi que le discours que le médecin ou l'infirmière tient au malade est si important. Si vous n'êtes pas convaincu que la compression c'est important et que c'est ça qui va faire guérir l'ulcère, vous n'arriverez jamais à convaincre le malade. Si vous expliquez au malade, ah oui c'est vrai, finalement il fait chaud, alors vous ne la portez pas. Ou si vous notez chaque fois que vous arrivez que la bande est posée à côté du malade et qui vous dit mais je l'ai retirée juste pour que ce soit plus facile pour vous pour faire le pansement parce que vous allez passer moins de temps. Alors ça, moi, ils me le font tous. Ils viennent à la consultation, ils me disent, je ne l'ai pas mis aujourd'hui, mais il n'y a qu'aujourd'hui. D'habitude, je la porte. Et si vous voyez en fait qu'elle sort directement de son petit carton et qu'elle est toute belle, cette bande, c'est qu'elle n'est pas utilisée. Et donc, il y a peu de chances qu'elle soit efficace. C'est mieux cette semaine? Je ne vois pas votre bandage. Vous l'avez retiré? Oui, je l'ai retiré il y a 3 jours. Ça fait trop longtemps et je ne vois vraiment pas l'intérêt pour ma jambe. Et voilà, l'observance, c'est l'enjeu clé de la prise en charge.
Et c'est pour ça que, en fait, cela justifie en fait nos journées, c'est essayer de convaincre tout le monde, à commencer par les soignants, que c'est important. Traiter par des compressions de haut niveau, c'est ce qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé. Je rappelle que c'est au niveau de la cheville que la compression doit être importante, pas au niveau des orteils, parce que si vous appliquez une pression aussi importante que ça au niveau du pied, généralement votre malade ne va pas supporter la compression. Et c'est ça qui est important, c'est quand on pose un système de compression, on le pose au niveau de du pied, à partir de la racine des orteils, et on va monter progressivement et on commence à tirer au niveau de la cheville, parce qu'en fait la pression doit être dégressive de la cheville au genou, mais pas du bout des orteils jusqu'au genou. Et de cette façon-là, vous voyez la différence de ce qui se passe quand on n'a pas de compression et on a des fuites et on a une stase veineuse et des liquides qui vont passer à travers les parois et qui vont donner de l'œdème et aggraver l'ischémie tissulaire, avec ce qui se passe avec la compression, où au contraire les petites valvules deviennent continentes, fermées, et où le sang peut revenir vers le cœur et où il n'y a pas de stase. Pardon, excusez-moi. Donc cette pression, elle est fondamentale parce que c'est elle qui va assurer le retour veineux vers le cœur et que cela va permettre la cicatrisation de votre ulcère de jambe. Portez le bandage compressif jour et nuit. Je ne sais vraiment pas si je serais capable de le porter en permanence. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Je ne peux pas sortir avec ça sur ma jambe. Je ne peux pas voir mes amis. Je n'ai pas de vie sociale. Je sais que vous voulez reprendre vos activités sociales. Ça, je comprends. Je vous assure. Vous avez l'impression que le bandage est trop serré, mais la pression qu'il applique est celle qui va contribuer vraiment au retour du flux sanguin veineux. Donc c'est en le portant que vous pourrez guérir de votre ulcère plus rapidement. Et vous pourrez reprendre vos activités très bientôt. D'accord? Dites-moi si vous avez des questions. Merci pour vos explications. Donc, j'imagine que l'on doit appliquer un autre bandage? Exactement. Écoutez, appelez-moi, écrivez tout ce que vous voulez me demander et on en discutera lors de ma prochaine visite. Ça vous va? D'accord. Merci pour tout. J'ai vraiment hâte de retourner aux sorties de mon club de marche. Il est important d'adapter la compression au profil du patient. Vous avez vu dans son discours, l'infirmière lui dit bien qu'il va falloir porter la compression nuit et jour. Vous avez vu aussi que dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé, on ne met pas les bandages à allongement long. Ceux-là, ils ne doivent pas être portés nuit et jour. Ils ne sont pas indiqués dans l'ulcère de jambe. Tous les autres bandages doivent être portés 24 heures sur 24. Alors, ce sont des systèmes qui sont mieux supportés et généralement, si vous au début, pour habituer le malade, la première fois que vous le posez et qu'elle a un œdème très important et que vous arrivez en fin de journée, vous ne l'appliquez peut-être pas à 40 mm de mercure, vous allez progressivement, au deuxième ou à la troisième application, assurer une compression correcte, mais sur une jambe qui sera dégonflée, puisque comme elle aura porté cette bande de 24 heures sur 24, l'œdème sera réduit. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis, il faut adapter au profil du patient. Il y a des patients qui ne marchent pas. Et quand les malades ne marchent pas, on ne mettra pas la même compression que ceux qui marchent. Il est très important, et les systèmes multitypes ont facilité en fait l'observance parce qu'ils sont portés en continu et qu'on n'a pas à attendre que le patient puisse en fait être vu par l'infirmière pour que le bandage soit posé. Alors, il faut faire attention quand on pense les bandages, il faut faire attention au coup de pied. Si le pied n'est pas bien mis en équin, il y a un risque, quand il marche, vous voyez, de faire une surpression au niveau de la cheville et du coup de pied et de donner des lésions. La deuxième chose qui est importante, c'est de protéger les saillies osseuses. Les saillies osseuses à protéger sont la crête tibiale et les malléoles, surtout s'il y a une artériopathie sous-jacente, surtout dans les ulcères mixtes. Il ne faut pas trop serrer les bandages et pour ça, on met généralement soit un tubulaire, soit éventuellement un pansement, une compresse pour éviter ces surimpressions. Et s'il y a une moindre rougeur, eh ben, on vérifie les IPS, on vérifie les pouls et on met un système de compression. Ce qui est également important, c'est de rétablir la forme de la jambe en cône, forme en bouteille de champagne inversée, et essayer, en fait, pour avoir cette pression dégressive depuis la cheville jusqu'au genou, c'est-à-dire à la cheville, on a 40 mm de mercure et on a moins, puisque le diamètre est plus important, au niveau du genou. Ça, c'est très important. Et on se sert pour ça souvent, soit de matériel de capitonnage, soit dans les compressions multitypes, souvent de la première bande,
qui sert justement à redonner une forme à peu près normale à la cheville. Enfin, une chose qui est importante, c'est de penser à recouvrir le talon, parce que bien souvent le malade dit que pour se chausser, ce serait mieux de ne pas le recouvrir. Vous avez un risque qu'il y ait un œdème qui se forme à cet endroit-là et que quand il enfile la chaussure, il se blesse, il fasse un ulcère, et cet ulcère qui est juste sous la malléole est très difficile à gérer. Le chaussage, c'est fondamental. Vous voyez quelques chaussages artisanaux, il est mieux de leur prescrire, ce qui est partiellement remboursé, des chaussures à usage temporaire qui leur permettent... Allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, merci. Depuis que je porte les bandages en permanence, l'état de la plaie s'est nettement amélioré. Ah, très bien. Est-ce que je peux voir la plaie? Bien sûr. Merci. Elle s'est bien améliorée, n'est-ce pas? Là, vous pouvez reprendre vos activités. Votre plaie est guérie. On va laisser le bandage encore quelques jours afin de consolider la guérison. Et ensuite, on pourra discuter des choses à faire pour éviter que cela ne se reproduise. D'accord? Merci pour tout. En effet, on aimerait mieux que ça ne revienne pas, mais on sait très bien que ces patients ont des récidives. Et pour ça, on va dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé. On est dans la deuxième catégorie, C5. L'ulcère est cicatrisé, mais pour éviter la récidive, il faut que le malade continue à porter une compression. Cette compression, c'est soit des bandes sèches à allongement court, soit des bas, des chaussettes. Et vous voyez que les chaussettes, c'est pas forcément très moche. Maintenant, il y a des très jolies chaussettes rayées ou en couleur ou avec des tas de choses beaucoup plus élégantes qu'autrefois. C'est important de convaincre le malade qu'après avoir cicatrisé bien son ulcère de jambe, il doit porter cette compression. Alors on attend la plupart du temps que la cicatrisation soit bien consolidée. Les chaussettes, on doit faire des mesures avant pour adapter à la taille du membre. Théoriquement, on doit mettre une classe 3, mais la plupart du temps, elle n'est pas supportée. Et honnêtement, si les malades portent une classe 2, c'est déjà plutôt bien. On sait qu'aussi les forces des bas, ils peuvent se superposer. C'est-à-dire que si on n'arrive pas bien à les enfiler, on met une 1, puis après une 2, et ça fait de la 3. Mais on sait que la classe 1 aussi n'est pas remboursée. Les malades n'aiment pas trop l'acheter. Donc voilà cette partie théorique un petit peu terminée. Et maintenant, en fait, on va répondre à vos questions. Donc il faut nous poser des questions. On va les recevoir sur un prompteur et puis on va pouvoir y répondre. Donc on a une première question. Ah oui. Une compression forte multitype sur un ulcère veineux douloureux avec œdème est-elle possible? Peut-être je vais te laisser répondre. Compliqué, effectivement. Alors, effectivement, quand on a en fait un ulcère veineux qui est douloureux, avec des œdèmes, il faut gérer la douleur. C'est assez classique que l'œdème soit inconfortable. On donne des antalgiques et on fait une compression. Et au fur et à mesure qu'on applique la compression, elle va être de mieux en mieux tolérée. Mais on ne va pas appliquer à ce moment-là une compression trop forte. La compression multitype, elle est possible, mais en appliquant les 2 ou 3 ou 4 bandes de façon plus lâche qu'habituellement. Il est parfois, on est dans cette situation-là quand le malade a fait une infection, quand il a fait une érysipèle, et on est des fois de façon temporaire obligé d'arrêter pendant quelques jours la compression, et on la reprend quand il y a un peu moins d'œdème et que la douleur est contrôlée. Une autre question, est-il possible d'utiliser de la compression chez un patient diabétique? Alors là, on peut pas répondre en fait à cette question telle quelle. Il faut un patient diabétique, le diabète est un facteur de risque vasculaire, donc il est suspect d'avoir une artériopathie. Donc on doit évidemment s'assurer de l'intégrité de son réseau artériel, de l'état de ses artères de jambes, à la fois par l'IPS, mais vous avez retenu que cet IPS peut être pris en défaut chez le diabétique parce que ses artères sont calcifiées, donc elles ne sont pas compressibles, donc la mesure de l'IPS va être surestimée, donc non interprétable. Et donc le patient diabétique doit de toute façon bénéficier d'un bilan vasculaire complet chez un médecin vasculaire pour apprécier au mieux l'hémodynamique en distalité. Voilà, donc un patient diabétique, il est suspect, par définition. Pouvons-nous mettre de la compression avec un IPS à 0,7? Alors, l'IPS à 0,7, on a bien vu, si on suit les recommandations de l'HAS,
c'est 0,8 la limite. Et en dessous, entre 0,6 et 0,8, il faut adapter la compression. Adapter la compression veut dire qu'on peut mettre de la compression. On ne peut pas mettre n'importe quelle compression, mais il y a certaines compressions qui peuvent être mises, notamment la compression qu'on appelle en France contention, allongement court. Alors, le terme de contention, c'est quelque chose qui s'applique sur l'allongement court. Ce n'est pas un langage qui est reconnu de façon internationale. On va bientôt être obligé de se plier un peu aux règles européennes et tout le monde va appeler ça de la compression. Nous, en France, on sait bien ce que ça veut dire, hein, et on sait aussi que c'est justement cette contention avec ces bandes d'allongement court qui va nous permettre de descendre vers des patients qui ont à la fois un ulcère qui est artériel et veineux. On ne va pas traiter un ulcère purement artériel, peut-être uniquement avec ça, je dirais avec de la compression, mais quand il est mixte, c'est sûr que la composante veineuse, c'est mieux de la traiter. On fera toujours le bilan vasculaire et on se posera la question, si c'est mal toléré, on l'arrêtera. Hein. Ça, c'est surtout très important de dire au malade que s'il ne supporte pas sa compression, il a le droit de l'arrêter, mais dans ces cas-là, il doit appeler l'infirmière ou il doit prévenir le médecin. On doit essayer de comprendre pourquoi il ne la supporte pas. Ça me va bien comme réponse. La compression est-elle remboursée? La compression, il y en a certaines qui sont remboursées. Presque toutes, on va dire. On peut toujours faire des compressions remboursées, ça c'est vrai. Voilà, il y a certaines bandes à allongement court. Dans les bandes à allongement court, il n'y en a qu'une qui est remboursée, qui est la Rosidal K. Donc qui existe en plusieurs largeurs, plusieurs longueurs, et qui est très utile. Qui fait partie aussi d'un système... Qui fait partie d'un système multitype, multicouche. Ouais. Rosidal 6 avec plusieurs bandes. Et qui est remboursé là également. Voilà. Par contre, les bandes à l'oxyde de zinc ne sont pas remboursées. Non. Les compressions multitypes classiques sont remboursées. Toutes, oui. Toutes, voilà. Donc ça permet en fait globalement d'assurer la compression en fait, de nos malades avec des traitements qui sont remboursés. Ouais. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il faut se méfier. Les bas sont remboursés, oui. Et sur la compression et sur les kits, il faut vraiment se méfier des dépassements qui peuvent être imposés aux patients sur certaines pharmacies qui ne respectent absolument pas le TIPS. Et donc là, c'est important d'être vigilant parce que quand on met des systèmes renouvelables, parfois tous les jours parce que ça coule énormément, etc., il faut bien être vigilant à la prise en charge de la Sécu. Ah, très bien. Question, combien de paires de bas peuvent être remboursées? Alors ça, c'est une très bonne question. On a posé la question à la CPAM. En fait, au total, c'est 8 par an. Donc, généralement, ce qu'on prescrit, c'est 2 paires par mois les premiers mois, jusqu'à concurrence de 8 par an, parce qu'au départ, il y a quand même besoin d'avoir plusieurs paires pour pouvoir les laver. Et puis, régulièrement, vérifier la qualité de l'élasticité de ces bas et savoir les jeter. Ce qui est important quand on veut que... Alors souvent, c'est assez caisse dépendant, on va dire. Ça dépend des régions. Et il y a des directeurs de CPAM qui sont beaucoup plus rigides que les autres. Nous, on avait fait une étude au sein de notre société de médecine vasculaire et on s'est aperçu que dans le Nord, les caisses étaient extrêmement strictes et remboursaient 2 voire 4 paires par an, alors qu'à Marseille, les gens pouvaient échanger de paires pratiquement tous les mois. Donc en fait, il est important, quand on estime que le patient doit avoir un renouvellement de ses bas tous les 2 à 3 mois, il est important de spécifier sur l'ordonnance, sans mettre de renseignement médical parce que c'est interdit, mais de dire que l'état du patient nécessite le renouvellement des bas ou le port quotidien ou la superposition. En fait, il faut argumenter pour bien que qu'il y en ait plusieurs et qu'il ne se heurte pas à un refus de remboursement. Chacun sait dans sa région s'il a des difficultés. Voilà. Alors, il y a une question intéressante. Combien de jours peut-on porter la compression en continu? Eh bien, moi, je dirais plusieurs jours. Au départ, on va surveiller si elle est bien tolérée et si, notamment, sous les bandages, ça se passe bien. Donc, on va avoir tendance à dire, au début, on le met pour 2-3 jours et on voit ce qui se passe. Mais une fois que c'est bien toléré, que la plaie évolue favorablement, c'est le pansement qui va dicter le changement de la compression et on peut la porter facilement 3, 4, 5, 7 jours d'affilée sans la changer. Alors, est-ce que le patient peut poser la compression par lui-même? Alors, ça dépend laquelle. Alors moi, je dirais qu'un peu tout se voit.
Des patients jeunes avec une maladie post-thrombotique, donc des ulcères veineux qui sont extrêmement récidivants sur une insuffisance veineuse profonde qu'on ne peut pas du tout gérer par un traitement chirurgical. Moi, j'ai des patients qui ferment avec 4 bandes superposées et qui se mettent eux-mêmes. Après, sur le patient âgé, oui, bande d'allongement court, plusieurs bandes. Toujours des bandes d'allongement. Et bon, ça arrive, mais ils peuvent, on va dire que ce n'est pas une contre-indication. Si c'est bien fait, très bien, mais c'est pas forcément facile quand même. Théoriquement, c'est les bas qu'on peut poser, mais dites-vous bien qu'une personne âgée, avec de l'arthrose ou une polyarthrite rhumatoïde, elle ne pourra absolument ni mettre ses bas, ni les retirer. Donc ça, on les utilise en prévention de la récidive, mais la plupart du temps, effectivement, on fait passer des infirmières. Alors, il n'y a pas de remboursement à proprement parler pour la pose de la compression, c'est à l'étude, et ça fait partie de choses qui, associées au pansement, vont être prises en compte et mieux remboursées pour les infirmières. Alors, question suivante, c'était les infirmières, peuvent-elles renouveler la compression ? Les infirmières ont le droit de renouveler la compression à condition qu'elle ait été initialement prescrite par un médecin. Et je dirais, au bout d'1 an, 1 an et demi, se reposer la question de la bonne indication de la compression. On a des patients qui ont des pathologies, des phlébites il y a des années, pour lesquels on va renouveler de façon abusive des compressions et qui vont, parce qu'ils continuent à vieillir, à fumer, à être hypertendus, diabétiques, ou que ces choses-là s'accumulent avec le temps, ils ne vont plus avoir droit à la même compression. Et si c'est simplement reconduit à l'identique, cela peut poser un problème. Donc on peut renouveler les compressions, surtout quand on se rend compte qu'elles ne sont plus efficaces, mais on doit se méfier. Il faut s'assurer de l'indication. Il faut s'assurer de l'indication et faire des réévaluations vasculaires régulières. Et de l'absence de contre-indication. Voilà. Ok. Plus de questions ? Eh bien. Eh bien. Merci. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir. Au revoir.